Thank you. Thank you. Prochaine table ronde, puisqu'on va maintenant changer de région, de continent et se pencher sur le Moyen-Orient et le Maghreb. 3 années après le début de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le printemps arabe, où en est-on et comment essayer d'anticiper l'avenir dans ces régions du monde en plein tumulte? Pour en parler, j'appelle maintenant Radi Medeb, président du groupe d'ingénierie Comet, basé en Tunisie. Vous êtes aussi président de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, l'IPMED, un think tank basé à Paris. J'appelle également Ali Aissaoui, senior consultant chez Adicorp, Arab Petroleum Investments Corporation. Et pour une présentation introductive, le spécialiste de l'islam et du monde contemporain, professeur à Sciences Po Paris et membre senior de l'Institut universitaire de France, Gilles Kepel. Vous êtes ici. Si vous voulez. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, dans les 10 minutes qui me sont imparties, je vais essayer de résumer de façon rapide les enjeux politiques qui ont été amenés sur le devant de la scène par ce qu'on appelle peut-être un peu improprement les révolutions arabes depuis l'automne 2010, donc un peu plus de 3 ans maintenant, et essayer de comprendre avec vous qu'est-ce que ça a changé dans l'environnement politique et l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement culturel de cette région elle-même et des relations que nous avons avec celle-ci. Pour essayer de traiter cette gageure, je vais vous proposer une lecture en 3 étapes de ces événements. Une première phase qui est celle où le peuple descend dans la rue et bénéficie d'un soutien généralement enthousiaste, en Europe en particulier, ou en Occident. L'année 2011 en gros. Une deuxième étape où les élections se produisent dans certains pays, la guerre civile commence en Syrie, d'autres révolutions sont étouffées ou avortées, et où on a le sentiment que les mouvements islamistes, et notamment les frères musulmans, s'emparent du pouvoir partout. Et une troisième étape, aujourd'hui, 2013, 2014, où on voit à la fois le reflux des frères musulmans dans un certain nombre de pays, l'exacerbation de la violence en Syrie et l'approfondissement d'un clivage sunnite-chiite, suivi par la réémergence de l'Iran sur la scène internationale. Donc on a des séquences qui n'étaient pas du tout prévues, envisagées, anticipées par les acteurs ou par les analystes au début de ces mouvements, et qui, bien sûr, font bouger considérablement les lignes à l'intérieur de ces pays, qui posent pour les investisseurs à la fois des problèmes de court terme. Faut-il aller implanter une usine SEB à Benghazi, par exemple, et aussi des problèmes de long terme. Qu'est-ce qu'on peut anticiper sur ce que sera la place de l'Iran avec ses 90, bientôt 100 millions d'habitants, avec une classe moyenne assez développée et dynamique, si l'Iran revient dans le système du monde et n'est plus un État paria sous embargo et sous sanctions, mais un acteur clé du Moyen-Orient. Pour remettre tout ça en perspective, je voudrais vous mettre en garde d'emblée contre 2 maladies intellectuellement transmissibles qui nous viennent pour l'essentiel des États-Unis, comme beaucoup de bonnes et de mauvaises choses. La fukuyamite et la huntingtonose. Alors la fukuyamite, c'est celle qui considère que tout l'univers va résoudre ces différences et qu'on va arriver dans the end of history. Qu'est-ce que c'est que the end of history? C'est qu'il y aura partout un parti démocrate et un parti républicain. Et en Boissons-nous, Folleville. Et c'est un peu le sentiment qui prévaut quand on regarde le début des révolutions arabes. C'est formidable.
il y a les enfants des classes moyennes, comme disait François tout à l'heure, et les filles des classes moyennes en cheveux qui descendent place Tahrir, avenue Bourguiba, avec des iPods, des iPhones, des iPads, des machins. Et ça y est, ils sont finis, les Arabes. C'est fini Ben Laden, c'est fini le voile, c'est fini la barbe. Ils sont comme nous. Ça y est, ils sont entrés dans la modernité. Fukuyama Akbar. Et un an après, c'est ce qu'on appelle le printemps arabe. Alors, printemps, c'est le printemps de Prague. On a oublié les chars soviétiques à la fin. Le printemps des peuples, 48. On a oublié Louis-Napoléon Bonaparte à la fin. Et l'année suivante, patatras, les islamistes raflent la mise en Tunisie, en Égypte, en Libye, dans la révolution syrienne, et j'en passe et des meilleurs. Et là, catastrophe, c'est l'hiver islamiste. Et là, c'est après la Fukuyamite, c'est la Huntingtonose, c'est-à-dire le clash of civilizations. Et vraiment, les Arabes, il n'y a rien à attendre, il n'y en a que pour Ben Laden, djihad, barbe, voile, etc. etc. Et on est là typiquement dans le drame de notre civilisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de penser les événements en termes historiques, on ne lit plus rien, on n'est plus que des objets qui réagissent aux impulsions des iPads ou des iPhones ou autres et de médias électroniques. Et ce qui est un véritable problème, parce que, bien sûr, pour l'université, définitivement marginalisée dans cette histoire, mais aussi, je crois, qu'il est un problème pour ceux qui essayent de penser un peu en termes d'investisseurs, économiques bien sûr, mais aussi politiques, sociaux et culturels. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre ça à plat, si vous voulez, de construire on va retomber sur les pieds d'une sorte de dialectique, je ne sais pas si elle est hegelienne ou pas, en 3 temps que je vous propose. Premier moment, donc, la descente dans la rue, la chute, pas de tous, c'est-à-dire de certains despotes, on va voir lesquels, et la résilience d'autres. Donc, vous le savez, au départ, le vendredi 17 décembre 2010, un marchand ambulant s'immole par le feu à Sidi Bouzid, dans l'Interland tunisien, là où les touristes ne vont pas. Toutes sortes de mythes fondateurs concurrents vont se construire pour expliquer qui était le malheureux. On expliquera que c'est un enfant de classe moyenne, un diplômé chômeur, donc le mythe des enfants de classe moyenne dont parlait François tout à l'heure est important parce qu'il va servir à mobiliser d'autres classes moyennes contre le dictateur. Le malheureux, ça n'enlève rien à son drame, était un marchand ambulant, probablement analphabète. Il n'était pas du tout enfant de classe moyenne, mais ça permet d'avoir des solidarités plus fortes. D'autres expliqueront que c'était un ivrogne. Enfin, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il qu'on voit un mouvement social qui rassemble des classes différentes, des pauvres de la campagne, leurs cousins émigrés ruraux dans la banlieue pauvre du sud Tunis, et puis les classes moyennes, y compris celles qui étaient protégées par Ben Ali et qui en ont marre de la corruption, un terme qui a été déjà évoqué tout à l'heure, et de l'autoritarisme, et qui se réunissent dans une sorte de moment d'enthousiasme, comme aurait dit Karl Marx, parlant des révolutions de 1848, pour faire partir Ben Ali. Chute de Ben Ali, avec un slogan d'ailleurs qui montre que le français, finalement bien oublié partout, est encore présent, puisque le slogan des révolutions arabes, c'est « Digège », c'est-à-dire « dégage », prononcé avec l'accent des titis de la banlieue tunisoise. Et par le miracle de la chaîne El Jazeera, contrôlée par le Qatar et les frères musulmans par la suite, ce mot d'ordre se répand partout, les images de la Tunisie vont passer partout, et on va voir la chute du régime égyptien, puis la chute du régime libyen. Alors, qu'est-ce que ces 3 dictateurs ont en commun, outre le fait qu'ils ont consommé énormément de cirage noir sur leur chevelure pour se maintenir jeunes, et du reste, Ben Ali a poussé à l'extrême ce trend, puisqu'il a épousé sa coiffeuse, celle qui lui faisait les teintures, Leila Ben Ali, ce qui est donc un paradigme du dictateur arabe, si vous voulez. Bon, Kadhafi, lui, n'avait pas épousé le friseur brésilien qui le remettait net, mais il l'avait mis dans son harem peut-être, et Moubarak, on ne sait pas, mais il est toujours là, on peut lui demander. Et peut-être va-t-il ressortir d'ailleurs bientôt. Pour l'instant, il est effacé des photos de la candidature Sisi, mais il devrait repartir. Et donc,
qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est que ce sont trois pays relativement homogènes. C'est-à-dire trois pays majoritairement sunnites. Bien sûr, il y a des chrétiens, des coptes en Égypte, il y a des tribus opposées en Libye, mais ces trois pays ne sont pas structurellement fracturés, on va voir comment. Et par ailleurs, ils n'ont pas de rôle clé dans ce qui fait les deux piliers de l'insertion ou de la désinsertion du monde arabe dans le système mondial, c'est-à-dire la production massive d'hydrocarbures et la relation conflictuelle immédiate avec Israël. Donc, pour le dire en un mot, quoi qu'il se passe à Sidi Bouzid, le prix de la pompe à essence de la bretelle de la Défense ne va pas bouger. En revanche, si Bahreïn devient une république islamique de type chiite, vous risquez de venir à pied ou en vélo, ce qui serait encore pire, à la prochaine réunion de la COFAS l'année prochaine au CNIT. Donc les enjeux sont passablement différents, y compris pour vous et pour moi. Donc certains dictateurs tombent, dans les trois pays concernés, du littoral d'Afrique du Nord, dans la zone A, comme Afrique du Nord, dans la zone B, comme Bitrol, qui veut dire pétrole en arabe, c'est-à-dire la péninsule arabique, il y a des révolutions au Bahreïn et au Yémen. Un mois après la révolution au Bahreïn, celle-ci est avortée par des troupes principalement saoudiennes, qui veulent éviter que la monarchie bahreïnienne sunnite et proche des Saoudiens ne tombe et que la majorité chiite du pays prenne le pouvoir, favorisant ainsi la création d'un marchepied iranien entre les champs pétrolifères saoudiens et les champs gaziers qataris. Quant au Yémen, la révolution est étouffée en payant les tribus, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Donc là, l'enjeu est un enjeu qui est très largement lié à l'insertion du monde arabe dans l'économie mondiale. Et la question du Bahreïn est très frappante. Tous ceux qui ont soutenu la révolution fukuyamesque et Yukaïda de la place Bourguiba ou de la place Tahrir détournent pudiquement les yeux quand l'armée saoudienne envahit le Bahreïn le lundi 14 mars, un lundi, car le mercredi soir, c'est impossible dans la mesure où c'est le week-end saoudien et le pont qui rejoint les deux pays est bourré de gens qui vont boire à Bahreïn où l'alcool n'est pas prohibé pour le week-end. Dernière région, la zone C, comme Syrie, où une révolution également éclate, soutenue abondamment, là encore, y compris par un certain nombre de nos instances politiques ici en Europe, mais qui, en dépit de ses fondements démocratiques qui ressemblent aux autres, est très rapidement prise en otage par la dimension confessionnelle. Et la Syrie, comme le Liban et l'Irak avant lui, est un pays levantin, un pays qui est très fragmenté en des éléments confessionnels, nationaux, ethniques, et qui fait que chiites contre sunnites, chrétiens contre musulmans, alaouites, kurdes, ismaéliens, etc., vont rapidement prendre en otage le destin des révolutions. Donc, ce qui apparaît au départ comme un mouvement démocratique de classe moyenne fukuyamesque, qui fait rentrer le système arabe dans la norme internationale telle qu'elle est fantasmée par cette vision du monde, en fait, ne tient pas très longtemps. Deuxième phase, donc à partir de la fin 2011 pour la Tunisie, 2012 pour l'Égypte, pour la Libye également. Je passe sur les détails de la chute de Moubarak ou de la chute de Kadhafi, abondamment provoquée par l'aide occidentale, bien sûr, et l'intervention militaire occidentale, notamment française, intervention militaire qui n'a pas été pensée comme un préalable à une intervention politique, pour ne pas à la fois être prise en otage d'un embourbement sur le terrain, mais aussi peut-être par incapacité à penser la situation véritable dans ces pays, par-delà l'apparence. Donc, deuxième phase, des élections démocratiques sont mises en place, en Tunisie, par exemple, avec la haute instance pour la sauvegarde des acquis de la Révolution, dirigée par notre ami Ayad Ben Achour, un grand juriste de formation à la fois française et arabe.
Mais ceux qui vont s'emparer du pouvoir, ce ne sont pas les classes moyennes qui ont mis en place ces instances, ce sont les frères musulmans qui disposent à la fois d'une organisation exceptionnelle, qui a lutté contre la répression pendant des dizaines d'années, et qui également, parce qu'ils étaient les plus persécutés par les régimes déchus, ont l'aura du martyr. Et dans la plupart de ces pays, donc ces instances se mettent en place. On a une configuration qui, à la fin de l'année 2012, est tout à fait étonnante parce que on voit finalement un monde sunnite moyen-oriental qui est en train de basculer dans un nouveau type d'organisation dont finalement les pays occidentaux, et les États-Unis en tête, semblent assez bien s'accommoder car ils leur donnent l'impression de mettre fin au désordre et de pouvoir finalement restaurer un climat favorable aux affaires et aux investissements, les frères musulmans n'étant pas particulièrement des révolutionnaires sociaux. Et le langage moral, le langage religieux, permettant justement de badigeonner dans le verre de l'islamisme les contradictions sociales et de les occulter. C'est le sens du soutien des États-Unis, notamment aux frères musulmans, aussi bien en Tunisie dans un moindre mesure, au parti Nahda en Tunisie. Dans cette configuration qui se met en place dans la phase 2, donc vous avez le Qatar en grand argentier des frères musulmans, la chaîne El Jazeera en chaîne de propagande des frères partout, la Turquie comme réservoir militaire et janissaire, l'Égypte comme réservoir humain et la Tunisie éventuellement comme think tank. Tout cela ne va pas durer plus d'une année en réalité, à la fois pour des raisons de mauvaise gouvernance interne aux frères, d'incapacité de ceux-ci à recréer un climat favorable aux investissements, à créer un consensus social, mais aussi parce que, à l'intérieur du système arabe, ce système explose à l'occasion de la guerre en Syrie sous les coups de l'antagonisme entre sunnisme et chiisme qui fera le passage à la troisième phase. En effet, en Syrie, la rébellion ou la révolution, comme vous voudrez, qui au départ est démocratique contre la dictature de Bachar al-Assad, très rapidement est phagocytée par des mouvements islamistes, financés principalement par les États ou par des intérêts privés en provenance de la péninsule arabique, les pays sunnites donc, et arabes, et qui voient là l'occasion de faire une guerre by proxy, comme on dirait en anglais, par personne interposée, contre l'Iran, cela ayant pour but le contrôle du Golfe arabique, persique, selon vos préférences, je l'appellerai par lâcheté le Golfe, étant entendu que ce n'est pas celui du Mexique, qui, évidemment, exporte une quantité considérable d'hydrocarbures au monde quotidiennement. Et qui contrôle le Golfe Persique, évidemment, a un levier extraordinaire, ou arabique, un levier extraordinaire sur la marche de l'économie mondiale. Si l'Iran dispose de l'arme nucléaire, il peut transformer ce qu'il appelle lui-même le Golfe Persique en une sorte de lac iranien, d'autant plus si, comme cela a été mentionné précédemment, les États-Unis, du fait de leur autosuffisance en hydrocarbures, prévue par certains économistes, pas par d'autres, à échéance quelques années, se désintéressent, se désengagent de plus en plus de cette région, un schéma qui me semble trop radical, mais qui fait partie des scénarios envisagés par certains. En fait, les États du Golfe, du Conseil de coopération du Golfe, de la péninsule arabique, et l'Iran ne s'affrontent pas directement, c'est trop dangereux à cause des enjeux d'explosion des hydrocarbures et du marché, du cours d'hydrocarbures, mais s'affrontent très largement par personnes interposées autour de l'enjeu israélien, puisque c'est à travers le Hezbollah et le Hamas, avant que ceci ne fût racheté par le Qatar, comme le Paris Saint-Germain et quelques autres clubs, donc que l'Iran et les pays sunnites s'affrontent. Dans ce croissant chiite, tel qu'il est défini par le roi Abdallah de Jordanie, qui va de Téhéran en passant par Bagdad, livré curieusement à l'Iran par les néoconservateurs américains après la guerre d'Irak, qui passe également par le Damas de Bachar el-Assad
puis par le Hezbollah et temporairement par le Hamas, qui lui est sunnite. Donc on a la ligne par laquelle l'Iran met la pression sur Israël et met la pression sur les États sunnites. Et c'est à l'intérieur de la guerre civile syrienne que cet affrontement prend l'essentiel de sa force et de sa puissance. Alors, à travers tout ça, que se passe-t-il ? Il se passe aussi un autre phénomène qui est que l'émergence tout à fait surprenante de l'Iran. L'Iran qui, en particulier à la suite des événements de cet été, c'est-à-dire la révolution coup d'État en Égypte qui met à bas les frères musulmans, l'usage des gaz chimiques dans la banlieue de Damas et le jeu très remarquable de la Russie qui revient comme un acteur majeur dans le système mondial et qui va, à partir de la négociation sur les armes chimiques syriennes, rétablir le président Assad dans un rôle d'interlocuteur. Donc tout cela donnant un avantage à l'axe, si j'ose dire, soviéto-chiite dans le système, va permettre de démarrer des négociations sur le nucléaire iranien, dans lequel l'Iran s'efforce d'apparaître de nouveau comme un interlocuteur pour le reste du monde, avec beaucoup de prévention, mais un processus est engagé. Ce processus, bien sûr, tout va dépendre de sa conclusion, rien n'est encore sûr, mais peut changer, bien sûr, considérablement la carte du Moyen-Orient si l'Iran, pays très largement paria du fait de sa radicalisation politique, notamment sous Ahmadinejad, réintègre le concert du Moyen-Orient. Et cela, et j'en termine par là, d'autant plus que aujourd'hui, l'alliance traditionnelle avec les pays sunnites du Golfe, sur lesquels était régulé le marché des hydrocarbures, pose problème. Ces pays ont des problèmes structurels majeurs, problèmes de gouvernance, de transition au pouvoir en Arabie saoudite, problèmes de génération, d'incapacité des jeunes générations pour y gâter à assumer le pouvoir, problèmes d'équilibre démographique entre les nationaux et les expatriés. Et aujourd'hui, bien sûr, ces éléments sont des éléments considérables pour penser l'avenir. Donc, pour clore et pour essayer d'articuler ces éléments d'appréciation géopolitique en termes d'investissement, je crois qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, des pays des révolutions arabes, il y a un pays qui est en train de construire une transition difficile, mais que je crois vertueuse, mais Redi Meddeb nous dira ça beaucoup mieux que moi, c'est la Tunisie, avec beaucoup d'ombres, bien sûr, beaucoup de difficultés, mais des atouts considérables, le premier étant l'existence d'une classe moyenne entrepreneuriale, d'autres dans lesquels la situation est extrêmement difficile, bien sûr la Syrie, mais également la Libye, qui est pourtant un pays très important en termes d'hydrocarbures pour l'Europe, une économie qui semble aujourd'hui bloquée, qui est l'économie égyptienne, avec des problèmes de sécurité résilients, et puis la grande inconnue, c'est ce qui va se produire dans le Golfe. Sur le moyen terme, c'est là qu'énormément de choses se jouent, dans le rapport avec l'Iran et dans la capacité des États arabes de la péninsule arabique à envisager une consolidation de leurs acquis à échelle d'une quinzaine d'années, ou bien alors à connaître des difficultés considérables qui pourraient même entraîner la disparition peut-être des plus fragiles d'entre eux. Merci. Merci beaucoup, Gilles Kepler. Vous avez tout dit, je crois qu'on peut s'arrêter là. Alors justement, ça va nous donner un certain nombre de pistes sur lesquelles rebondir. Et je voulais poser, vous parlez de la Tunisie à l'instant, je voulais poser justement une première question à Radi Meddeb, qu'on n'a pas eu le temps d'équiper, d'où ce micro. La Tunisie, évidemment, le pays d'où est partie cette vague, alors qu'on a appelé du printemps arabe, même si Gilles Kepler vient de nous le dire, évidemment, il faut voir et dissocier entre les principales régions les événements qui ont pu avoir lieu ou qui n'ont pas d'ailleurs eu lieu jusqu'à leur terme, on aura l'occasion d'y revenir. La formation d'un gouvernement dit de technocrates sous la direction de Mehdi Djoma, avec l'assentiment, semble-t-il, des principales forces politiques du pays, va-t-il permettre, d'après vous, à la Tunisie de se stabiliser ? Diriez-vous que la Tunisie est déjà aujourd'hui en bonne voie de stabilisation et quel impact ça peut avoir sur le climat des affaires et sur, on pense évidemment à votre activité, une entreprise comme la vôtre ? Merci.
Effectivement, nous sommes en train de vivre un moment charnière aujourd'hui en Tunisie. Et quand je dis aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, demain ou après-demain, mais ça va se passer dans les 72 heures qui sont devant nous. Pour deux raisons principales. D'abord, l'Assemblée nationale constituante est en train de mettre la dernière main à la Constitution et d'adopter la deuxième constitution de la Tunisie indépendante. Donc c'est un moment historique. Ça fait 3 ans que l'on est sans constitution, que le pays vit sans constitution. Et tout à l'heure, je le disais à un ami anglo-saxon, britannique, vous, ça ne vous pose pas problème, mais nous, ce n'est pas dans notre culture. Nous sommes de filiation francophone de ce côté-là, et ça nous pose réellement problème. On était dans une situation d'instabilité permanente et de risque institutionnel permanent. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'on va avoir également, concomitamment à l'adoption de cette constitution, un nouveau gouvernement qui, pour la première fois depuis les élections du 23 octobre 2011, va être un gouvernement non partisan, un gouvernement dirigé par un technocrate indépendant et qui sera constitué, qui sera d'abord un gouvernement ramassé, à la différence de tous les gouvernements que nous avons connus jusque-là, qui flirtaient avec la centaine de ministres, de secrétaires d'État, de ministres conseillers, de cabinets et de shadow cabinets. Nous allons avoir un gouvernement ramassé, fait de technocrates, de gens qui comprennent les problèmes. Donc, et puis, troisième élément également extrêmement important, c'est que tout cela va être concomitant également de ce que nous appelons le processus électoral. Nous allons avoir une nouvelle instance supérieure indépendante d'organisation des élections. Elle est désignée, son président vient d'être élu, et elle va définir la date d'organisation des prochaines élections qui vont permettre à la Tunisie de se doter d'un gouvernement, d'abord avant le gouvernement, d'une assemblée nationale légitime, sortie des urnes, qui ne sera pas dans une situation transitoire, mais qui sera dans une situation pérenne. Donc c'est un moment de réelle rupture, ce que nous sommes en train de vivre là. Tous ces ingrédients peuvent nous amener à dire que la Tunisie est en voie de stabilisation. Certes, mais pour moi, c'est tout à fait le début de la stabilisation. Ce sont les ingrédients nécessaires pour aller vers la stabilisation. Parce que jusque-là, et pendant les 3 dernières années, nous n'avons traité au niveau des institutions, au niveau politique, que de la dimension politique, précisément. Or, nous avons occulté ce qui était derrière les vraies raisons de la révolution en Tunisie, mais également des révolutions dans l'ensemble des pays arabes. Et je voudrais dire quelque chose de ce côté-là. J'ai un ami algérien qui me dit sans cesse les Américains écrivent tout et les Arabes ne lisent rien. En 2002, le programme des Nations Unies pour le développement avait organisé un groupe de travail fait d'experts de la région MENA et l'avait chargé d'élaborer le premier rapport sur le développement humain. Quand ce rapport avait été terminé, l'administrateur général du PNUD en avait écrit l'introduction et il écrivait à peu près la chose suivante. D'immenses progrès ont été faits dans l'ensemble des pays arabes en matière de développement humain. Il n'en reste pas moins que sur 3 plans, il y a des exigences qui restent non satisfaites. Et il est de l'intérêt de l'ensemble des pays arabes de répondre à ces exigences. Premièrement, l'exigence de la voix, VOX, la possibilité de parler, de dire, de traduire ce que l'on pense, ce qui suppose différentes libertés derrière, la liberté de penser, la liberté d'organisation, la liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouvait pas dans le monde arabe en 2002, dans aucun pays quasiment du monde arabe, ou dans peu de pays dans le monde arabe. La deuxième exigence est celle de meilleures conditions sociales. La région arabe est l'une des régions où la pauvreté est la plus élevée. Le taux de pauvreté est le plus élevé. C'est l'une des régions où le taux d'analphabétisme est parmi les plus élevés. C'est également l'une des régions où le taux de pénétration d'Internet, quoi qu'on ait dit sur la révolution d'Internet et des réseaux sociaux en Tunisie, ce qui est complètement faux d'ailleurs, est l'un des plus faibles, le taux de pénétration d'Internet. En même temps, les populations sont inondées quotidiennement de ces images venues du ciel à travers les chaînes satellitaires, qu'elles soient occidentales ou moyen-orientales. Donc, elles participent dans la frustration aux évolutions
qu'il y a dans le reste du monde. Et elles voient quotidiennement, elles mesurent quotidiennement la différence qu'il y a entre leur niveau de vie, leurs conditions de vie et celles relatées par les feuilletons mexicains, brésiliens, turcs et autres. Et la troisième exigence, c'est celle de plus grandes opportunités économiques. Un rapport de la Banque mondiale de 2008 sur la région MENA était intitulé « How to move from privilege to competition ». Quand on prend l'ensemble des pays arabes, du Maroc à l'Irak, pour l'ensemble de la région, les fortunes qui se sont constituées, les richesses qui ont été créées sur les 20 dernières années, ont été créées dans des situations de rente, de privilèges et de proximité du pouvoir. Voilà les raisons qui étaient derrière la révolution en Tunisie, mais également derrière les différents soubresauts qu'il y a eu dans l'ensemble des pays arabes. Avons-nous répondu à ces questions-là? Non, puisque, je ne prends que le cas de la Tunisie, le chômage qui était à 13% en moyenne est passé à 15,7% en taux officiel, l'inflation qui était à 3% est passée à 6%, à plus de 6%, je ne parle pas des déficits publics, du déficit de la balance commerciale, du déficit courant, je ne parle pas de la multiple dégradation de la note de la Tunisie, y compris par la COFAS, on nous l'a rappelé tout à l'heure, mais surtout par les grandes agences de notation de risque souverain. Je ne parle pas de la dévaluation permanente et rampante du dinar. Tout cela s'est traduit sur les conditions de vie des populations qui se sont encore plus dégradées depuis les révolutions. Donc il est largement temps aujourd'hui, mais il était nécessaire que cette pacification politique que j'ai abordée en premier permette de faire et d'entamer les réformes et de chercher au-delà de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu surtout parler de croissance, mais je n'ai pas entendu parler de développement. Et pour moi, je fais une différence importante entre croissance et développement parce que la croissance seule n'est pas suffisante. La Tunisie, pendant de longues années, a fait des taux de croissance supérieurs à 5%, mais elle n'a pas fait de développement parce que la différence entre croissance et développement, c'est l'inclusion, c'est la gouvernance, ce sont les institutions qui doivent venir en plus de la croissance, et c'est cela qui a manqué en Tunisie. Et retrouver le chemin de la croissance ne sera pas suffisant pour répondre aux exigences des populations. Merci. On viendra à la Tunisie. En Égypte, François Hesbourg, c'est l'armée qui a déposé le pouvoir des frères musulmans. Une semaine après l'adoption par référendum de la nouvelle constitution, et alors que semble se dessiner une candidature à la présidentielle du général Al-Sisi, diriez-vous que le pays est, lui aussi, en voie de se stabiliser, tant au plan politique qu'économique, ce qui là semble beaucoup plus aléatoire? Je vais prendre un tout petit peu de hauteur pendant quelques instants par rapport à votre question, de façon à pouvoir la cadrer. Et tout d'abord, en Égypte, comme ailleurs dans la région, il se passe quelque chose d'extrêmement inquiétant au plan humain. C'est le départ des gens les plus éduqués dans la jeunesse. On a un brain drain en Égypte, dans le Levant, qui s'accompagne de manière croisée d'ailleurs avec le processus de déchristianisation. Il n'y a plus de chrétiens en Irak. La Syrie, évidemment, leur avenir paraît quelque peu compromis. Il y a encore des Coptes en Les Coptes en Égypte, il y en a encore. Mais si vous êtes un étudiant en médecine copte en Égypte, il y a de fortes chances pour que vous soyez en train d'essayer d'avoir votre carte verte pour les US, ou d'essayer d'aller en France. J'allais dire, l'exode des Huguenots est un des produits des révolutions arabes. On n'en parle pas suffisamment, et c'est pour ça que je l'évoque ici. Deuxièmement, Gilles Kepel a fait une analogie que je reprends à mon compte, qui est celle du printemps des peuples de 1848, mais je la reprends à mon compte de façon d'un esprit un tout petit peu différent de celui qu'il a utilisé. Je n'ai pas de divergence d'ailleurs, mais un point de vue, un angle d'attaque un peu différent. Les révolutions de 1848 ont été simultanées, très comparables les unes aux autres, et très rapidement, il y a eu un processus d'échec
et de différenciation et de décantation. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le printemps arabe. On a parlé de printemps arabe, on a eu raison. Ça a commencé, tout ça a eu lieu dans les 4 premiers mois de l'année 2011. Et la différenciation, nous la voyons entre des pays aussi similaires, comme l'a rappelé Gilles, que la Tunisie, qui a l'air de s'en sortir, la Libye, qui est en pleine capilotade. Et, vous pensez qu'on va vers une partition de la Libye ? Il y a un vrai risque. Quand on voit ce qui se passe en Syrie. Il y a un vrai risque. Le Sud un combat assez sombre est en train de se livrer dans le sud de la Libye entre les non-arabes, qu'il s'agisse des Toubous ou qu'il s'agisse des Touaregs, et les Arabes, qu'il s'agisse des Arabes du gouvernement, des Arabes de Kadhafi ou des Arabes du cru, si je puis dire. Et puis l'Égypte, bien entendu. Alors l'Égypte est en pleine régression. Elle est en train de faire du Moubarak sans Moubarak. Elle est en train de faire un gigantesque bond en arrière, mais sans pouvoir retrouver les positions qu'elle avait il y a 20 ans ou 25 ans. C'est une autre façon de dire que je suis assez pessimiste. Est-ce que le général Sisi, est-ce que l'alliance entre les barbus saoudiens, enfin soutenus par l'Arabie saoudite, et les militaires formés à l'américaine en Égypte, est-ce que cette alliance assez curieuse permettra effectivement de pousser dans une clandestinité profonde les frères musulmans? La réponse courte est oui. Est-ce que ça va assurer le développement économique, politique et social de l'Égypte? La réponse est clairement non, tout en sachant que l'Égypte, elle sait qui elle est. Et il y a une vraie différence dans la région entre il y a deux catégories de pays. Il y a ceux qui n'ont pas de problème d'existence historique. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Oman. Et je crois avoir pratiquement fait le tour. Et puis vous avez beaucoup de pays qui ont été créés dans leurs frontières actuelles à la veille de la guerre de 14, c'est la Libye, ou au lendemain de la guerre de 14, ce sont la plupart de ceux que je viens d'énoncer. Je mets dans une catégorie tout à fait à part l'Algérie. C'est pour ça que je la cite ni dans une liste ni dans l'autre. Il a fallu 20 ans, 25 ans pour que se décantent les effets des révolutions de 1848 en Europe. Dans 20 ans, il est tout à fait possible que nous ayons un monde arabe à l'intérieur duquel certains États seront partis dans la direction de la partition, la Syrie, la Libye, peut-être l'Irak, où d'autres auront fait du nettoyage ethnique, on se débarrasse des minorités pour pouvoir vivre ensemble, et puis ceux qui seront parvenus à se restabiliser. Le cas que j'espère, qui n'est pas trop mal engagé, de la Tunisie. Autrement dit, une stratégie d'investissement dans la région ne devrait pas être prévue dans le trop long terme. Je veux dire, en général, les gens dans ma situation ont tendance à dire regardez le long terme, regardez le long terme. Là, je dis non, ne regardez pas trop le long terme parce que sinon vous ne ferez rien. Regardez plutôt le court terme. Et je rejoins tout à fait Gilles sur le poids que représente l'irruption d'un Iran redevenu respectable dans la région. Ça, c'est très très puissant. Comme quelques autres ici, j'étais à Manama, à la réunion annuelle du dialogue dit de Manama au mois de décembre. Et la crainte désormais, ce n'est plus la menace iranienne, la crainte, c'est la non-menace iranienne. C'est un Iran qui, du fait de la supériorité de son État, de la supériorité de ses classes moyennes, de ses qualités militaires, mais restant remisé au magasin par rapport aux États relativement moins compétents de la rive sud sunnite du Golfe. Autrement dit, un peu comme l'Europe entre 1948 et 1971 du 19e siècle,
le monde arabe va être dans une situation assez tourmentée, sauf dans les quelques pays qui auront la chance de trouver une situation de stabilisation, comme la Suisse en 1848 et depuis lors. C'est peut-être la Tunisie de l'avenir, ou la France de Napoléon III. Souvent, Jules a dit du mal de Napoléon III, c'était pas génial, ça c'est un fait, mais enfin, du point de vue économique, on a connu de pires périodes. Ali Issa, let's talk now about the Arab Peninsula. It's been spared most of the turmoil that we've seen in other parts of the Arab world, to use a general term. Except in Bahrain and Yemen, how do you see things unfolding there, and how do you perceive the way the GCC countries have managed to contain the turmoil so far? Yeah. I think Gilles put it nicely when he said that in Bahrain it was aborted, if I remember, and in Yemen probably dampened or controlled. I will come back to that in a moment. Clearly, the GCC countries, which comprises Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait, the United Arab Emirates, and Saudi Arabia, with Saudi Arabia the dominant actor within that institution, saw the uprising as a major source of threat for their security, but also for their stability. In the immediate aftermath of the uprising, we've seen some protest and contestation with diverse intensity and in Saudi Arabia and Bahrain, but also in Saudi Arabia, Bahrain, Oman, yeah, and Yemen is non-GCC. I will tackle it later. It was short-lived, to put it this way, in Saudi Arabia and Oman, but in Bahrain it found a more fertile ground, definitely. So in reaction to that, what it seems that the strategy of the GCC has been three-pronged, along three dimensions, domestically, regionally, but also internationally. Domestically, they increased handouts through different social programs, extra-budgetary social programs. They increased patronage and also restrictions and repressions. Except Oman, which managed to introduce some limited political reform, particularly endowing a newly elected Majlis Shura with legislative powers, all others have evaded any political or constitutional debate. Also, in contrast to Oman, Bahrain have chosen repression, and it was supported in that by the GCC, with Saudi Arabia leading a military intervention to control the process. This is for the domestic side. Let me add that most recently, I think early this week, the Bahraini government has taken the decision to try to resume the dialogue with the opposition, which is a Shia-led opposition. But what has been missing so far, a key ingredient was missing, is trust, mutual trust. Let's hope that in the future they will try to be more trustful of each other. Regionally, I will not dwell much about how the GCC intervened in other revolt or revolution. Clearly, there were not a unified voice. If you take, for example, the action of Saudi Arabia, it has been more counter-revolutionary. Qatar it seems to have seen the uprising more of an opportunity than a threat, and its strategy was to ride the wave, pushing whenever the Brotherhood were advancing, contrary to Saudi Arabia, which really had an opposite policy. This is briefly. Let's talk now about Yemen. Yemen is in the Peninsula Arab, being the only non-GCC country and special case. Very early, the GCC produced a common initiative, which was supported by United Nations, and to organize a transition, a political transition. So we can call it anything, but certainly not a regime change.
And during the 2-year transition, which is ending, they managed to have a national dialogue, which is a prerequisite to constitutional reform and to new elections. Meanwhile, the security situation is disastrous. You've got the separatists in the south. You've got resurgence of Al-Qaeda. You've got tribal issue, particularly in the northern Saada, which is Shia-dominated, where the Houthi are based. And you've got also some troubles into two key regions, which is the Marib and Hadramaut, which are in the oil provinces. And for Yemen, there seems to be some problem with the national dialogue. They are still not, they haven't yet agreed on which form of federalism, how many regions in the south, how many regions in the north. But definitely the election which were planned previously for next month will be postponed. Yeah. Gilles Kepel, on parlait du cas de Bahreïn, qui est évidemment un lieu emblématique de l'affrontement qui se joue, en termes à peine voilés d'ailleurs, entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ces pays, on l'a vu d'ailleurs dans le cas de l'Iran, à la fin des dernières décennies, peuvent être également, eux, sujets à des formes de déstabilisation. Vous pensez que l'Arabie saoudite et l'Iran sont menacés dans les prochaines années, à leur tour, par des mouvements de contestation sociale qui pourraient devenir une contestation politique ? Alors, ce n'est pas du même ordre tout à fait. Je crois que les pays du Conseil de coopération du Golfe, aussi bien François qu'Ali l'ont très bien dit, chacun à sa manière et selon un angle particulier, sont basés sur des équilibres fondamentaux qui aujourd'hui sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'ils étaient d'abord les partenaires privilégiés des États-Unis pour fournir des hydrocarbures à coût X dans la région. Bon. Cet équilibre s'est dégradé au fur et à mesure avec la guerre d'octobre 1973, l'augmentation du prix du pétrole, l'utilisation du pétrole comme une arme, etc. Aujourd'hui, avec ce qu'on peut, qui est une hypothèse à vérifier, qui n'est pas encore complètement validée, mais du désengagement américain, de la relativisation américaine, la question de sécurité de ces pays se pose de manière complètement renouvelée. Qui plus est, comme l'a dit Ali tout à l'heure, c'est à la fois une question de sécurité et de stabilité. Les pays du Golfe, on l'a vu, puisque c'est l'Égypte qui paye, c'est l'Arabie saoudite aujourd'hui avec les Émirats et le Koweït, mais surtout l'Arabie saoudite, qui paye la facture de l'Égypte, qui maintient l'Égypte à flot, l'Égypte qui est en train de s'effondrer économiquement complètement. Donc, même si pour l'instant ça n'est pas beaucoup, ça crée une espèce de ligne de crédit qui va peser de plus en plus sur les finances de ces pays. Des pays où le poids de la demande interne est de plus en plus grande. Par exemple, pourquoi ces pays, contrairement à d'autres producteurs qui ont une grosse population et qui consomment leurs hydrocarbures, avaient un rôle important, c'est qu'ils consommaient peu par rapport à ce qu'ils exportaient. Aujourd'hui, l'équilibre social dans les pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, signifie qu'il y a une très forte consommation d'hydrocarbone à bas prix, subventionné, ce qui fait d'ailleurs monter leur carte carbone d'une manière extraordinaire, sont parmi les pires avec les États-Unis, si j'ose dire. Et donc tout ça, ce sont des équilibres de rentiers, d'une large manière, qui sont, à mon sens, menacés par les évolutions à terme, en termes du monde global. Le deuxième élément, c'est la grande inconnue iranienne. Je crois que ça a été très bien dit tout à l'heure. L'Iran, comme une menace extérieure, ça permettait de créer une sorte d'effet d'aubaine politique. On créait le Conseil de coopération du Golfe, on avait des appuis militaires, on avait des armes, etc. Un Iran qui n'est plus une menace militaire, mais qui peut faire du business, qui développe ses classes moyennes, etc., ça, c'est la panique absolue. On le voit déjà. Une grande partie des bourgeoisies commerçantes de la frange sunnite du Golfe sont des gens d'origine iranienne, plus ou moins naturalisés. Il y a un tiers de chiites au Koweït, par exemple. Il y en a 70% au Bahreïn. Il y en a un certain nombre aux Émirats aussi, qui sont l'essentiel de la bourgeoisie commerçante. Prenez Dubaï aujourd'hui. Dubaï vit en grande partie du blanchiment de l'argent iranien.
de manière délictueuse, mais pas uniquement, parce que l'embargo sur le système bancaire iranien, etc., fait que c'est à travers Dubaï que l'Iran, qui gagne quand même pas mal d'argent avec ses exportations de pétrole, même si on en exporte beaucoup moins qu'à l'époque du Shah, c'est là que l'argent est mis. L'immobilier de Dubaï, excusez-moi, ne vit qu'avec l'argent des Iraniens, qui achètent en grande quantité des appartements à Dubaï. Donc, tout ça est un équilibre extrêmement complexe. Et je crois que la grande question, c'est l'Iran. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir une déstabilisation de l'Iran? Ça, c'est aujourd'hui, les différents pays occidentaux ont des analyses et des anticipations assez diverses de l'évolution iranienne. Telle que je comprends la politique américaine, mais peut-être que François en a une autre vision, il suit ça de très près, bien sûr. Je pense que l'administration Obama, un peu comme les néoconservateurs à l'époque de l'Irak, qui avaient joué les chiites irakiens contre les sunnites pour punir les sunnites les saoudiens qui avaient enfanté le monstre Osama Ben Laden, Osama Ben Laden dans leur rang, avaient voulu investir sur les chiites irakiens, pensant que ça allait faire tomber le système théocratique iranien, puisque les chiites iraniens seraient fascinés. Parce que ça ne s'est pas produit, au contraire, l'Irak libéré de Saddam Hussein est tombé dans l'escarcelle iranienne. Aujourd'hui, on voit bien qu'une partie très significative de l'administration Obama, donc, elle fait le pari que la nouvelle équipe autour de Rouhani et du ministre Mohammad Javad Zarif, que ceux d'entre nous qui étions à Davos il y a quelques années connaissent bien, est pro-occidentale, désire faire évoluer le système iranien, et la question qui se pose, c'est sont-ils sincères? En ont-ils les moyens? Ou bien est-ce qu'ils vont être simplement utilisés par l'establishment clérical qui met de temps en temps des pro-occidentaux pour calmer un peu le jeu, puis après des représentants des excités comme Ahmadinejad pour rétablir sa base de masse ou pas. Donc là, il me semble qu'aujourd'hui, à l'intérieur des États-Unis, l'administration, ce n'est pas complètement vrai du Sénat, et c'est aussi l'attitude d'Israël par rapport à ça qui est beaucoup plus ambivalente qu'on ne le croit ici. L'administration Obama, néanmoins, est plutôt en faveur d'un accompagnement des évolutions internes de l'Iran, si vous voulez. La France, en revanche, là-dessus, est très en retrait et ne fait pas confiance à la République islamique. Juste un tout petit mot sur Israël. Israël est très actif dans la condamnation de l'Iran, agit aux États-Unis pour que les sénateurs votent non à tout ce que fait l'administration. Mais en fait, la relation irano-israélienne, si vous voulez, c'est un peu comme la relation entre la France et l'Empire ottoman contre l'Autriche-Hongrie qui était au milieu. Vous voyez, structurellement, Israël et l'Iran et la Turquie et l'Éthiopie étaient alliés contre les Arabes. Ce que Israël ne veut pas, c'est un Iran islamiste qui utilise la bombe contre eux. Mais un Iran non islamiste qui utilise une bombe contre les Arabes, il n'a rien contre, d'une certaine manière, oui. Et donc on a cette espèce d'ambivalence qui se voit en Syrie, avec Israël qui a une politique assez prudente sur la Syrie, qui au fond est contre Bachar el-Assad et contre le Hezbollah, qui sert à l'Iran de levier pour taper sur Israël, mais qui au fond, vous voyez, la destruction des armes chimiques par exemple, c'est pas tellement quelque chose qui a une incidence sur le cours de la révolution syrienne. Il y a eu au moins 150 000 morts probablement en Syrie. Désolé de faire ces équilibres macabres, mais il y a eu 1500 morts tués par les armes chimiques. Les autres sont des armes conventionnelles venant pour l'essentiel de Russie, qui, étant juge et partie, en a d'autant plus. Mais en revanche, pour Israël, la destruction de l'arsenal chimique syrien, c'est très important. Parce que pour Israël, ça, c'est une véritable menace. Vous voyez ? Donc, je crois que les Israéliens, aujourd'hui, sont en train de compter les points. Évidemment, sont préoccupés par la dégradation de leur environnement, mais au fond, l'affaiblissement interne de leurs ennemis, aujourd'hui, fait plutôt leurs affaires. Et les grands cris contre l'Iran, évidemment, sont de bonne guerre, mais au fond, structurellement,
un rabibochage israélo-iranien une fois que si l'équipe Rouhani-Javad Zarif sortait renforcée, finalement, n'est pas envisageable. Rappelez-vous que Javad Zarif, par exemple, ça fait pas mal de bruit, a souhaité Rosh Hashanah aux Juifs à travers le monde lors de la session à l'ONU. Vous vouliez réagir, François Hesbourg? Parce que vous posez la question de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Pour l'Iran, il n'est pas interdit de penser, hein, je pèse mes mots, comme Gilles, je considère qu'on ne peut pas dire à l'avance quel sera l'impact sur la société iranienne d'une sortie de l'Iran du placard dans lequel il est enfermé, ou il s'est enfermé depuis quelques années. Mais la notion qu'il puisse y avoir une forte croissance économique et une société civile relativement débridée et un régime autoritaire, ça existe dans le monde, hein, ça s'appelle la Chine. Et en Chine, ça marche depuis un certain temps. En Iran, la révolution islamique a eu lieu en 1979. Elle est passée près du bord du gouffre en 2009, lorsqu'il y a eu des élections qui avaient été volées par les cléricaux. Une partie de la société civile est descendue dans les rues. L'ordre avait été rétabli durement, mais pas à la syrienne, si je puis dire. Donc je ne parierais pas sur un délitement de la République islamique sous l'effet de la prospérité retrouvée. L'Arabie saoudite, c'est complètement différent. D'ailleurs, complètement. C'est-à-dire l'Arabie saoudite, ce n'est pas un problème de savoir comment va évoluer le régime. La question est de savoir, est-ce que l'Arabie saoudite a un avenir? L'Arabie saoudite est un pays qui, historiquement, n'a existé que deux fois. Une fois pendant quelques décennies, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, l'Arabie saoudite des Wahhabites, et depuis le début du XXe siècle. Et dans ses frontières actuelles, depuis la fin des années 30. C'est un pays vraiment nouveau, ce n'est pas un pays ancien. Les lieux saints, la Mecque et Médine, appartenaient au royaume du Hedjaz jusqu'au début des années 30. Et n'avaient rien à voir avec les Bédouins des tribus du Nejd, de la région de Riyad. Et, autrement dit, ce que dans la tourmente pourrait devenir un royaume qui va connaître une crise des successions pour des raisons biologiques. Là, pour le coup, il n'est pas difficile de jouer le Madame Soleil. Oui, un jour, le roi va mourir. Oui, il va bien falloir faire 1 ou 2 ou 3 sauts de génération pour tenter de rétablir une forme de gouvernance. Tout ça dans un pays, je ne sais pas combien d'entre vous ont été à Riyad. Vous avez pu comparer Riyad à Dubaï, au Koweït, à Manama. Mais quand même, la ville avec laquelle la comparaison est la plus commode, c'est quand même Pyongyang. En ce qui concerne la capacité qu'ont les gens à s'y distraire, aux femmes à y conduire, ou tout simplement à sortir dans la rue, parce que quand même, les femmes, ce n'est pas fait pour sortir dans la rue. Peut-être avec leur mari et encore. Et ce pays où il y a 30% de chômage des jeunes, et ceux qui ne sont pas au chômage sont très largement dans des emplois fictifs. Et c'est pour moi le grand point d'interrogation en termes de stabilité du Moyen-Orient. Il y aura toujours une Égypte, ça on le sait. S'il y a une partition en Syrie, on sait qu'il y aura un Levant quand même. Mais l'Arabie saoudite, je n'en sais fichtre rien. Je voudrais terminer pour une dernière question à nos deux autres invités, Ali Aissaoui et puis également Radi Medeb. Maybe a first question about your perceptual mapping of the energy investment climate. How is the Arab world shaping up after the Arab Spring, and what do you see as the main risks to energy infrastructure in the coming year? Yeah. Thank you for this question, because I'm going to have another view of Saudi Arabia. let me start by definitely the turmoil has had a catastrophic effect on the investment climate in the country affected, but also on the perception of the region as a whole. If you take one measure which this audience is very familiar with, it's the sovereign rating.
we've witnessed complete divergence between GCC and non-GCC countries. In the GCC, since March 2011, when Bahrain was downgraded, practically the region, the rating, sovereign rating, the average sovereign rating of the region has been flat between something like A+ and AA-, while in the other countries, following several very serious downgrades, particularly in Egypt, Tunisia, the country has been on a downward slope. And they moved from BBB-, which is investment grade, to currently to BB, which is junk. Because my company, we are more interested in the energy sector, which is a major sector in key countries. So we developed another measure which is more comprehensive than just the sovereign rating, which is based on country risk, actually, methodology. We looked at the potential for energy investment, and we looked at the enabling business environment. And when we integrate this is a three-dimensional stuff. You use specific technique to visualize all this. And you define an ideal point, which is just the center of gravity of the high score for each of these: potential energy investment, country risk, and enabling environment for business. And we found that Saudi Arabia is nearest to that point in terms of investment attractiveness because of its huge reserves. Because if you take just one component, for example, the potential for investment, you've got Saudi Arabia and Iran, which clearly execute, and then scaling back until Yemen and Mauritania, which have the least infrastructure. In terms of country risk, you've got the less risky is Qatar, then at the bottom, you've got Syria, and for the enabling environment, you've got the United Arab Emirates, which is at the highest ranking, than Syria at the bottom. But when you combine the three, you've got really interesting things. So Saudi Arabia nearest. The second group cluster, which is the best in terms of perceptual investment, is United Arab Emirates, leading the cluster composed of United Arab Emirates and Kuwait. Then we found that Oman and Bahrain have managed to maintain their position since the uprising. Then all the other countries have been restructured in terms of proximity and in terms of position vis-à-vis the ideal point. And this is really, this key finding is similar to the one criteria of country risk or sovereign rating. Thank you very much. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Je vous remercie à tous d'avoir assisté d'abord à cette dernière table ronde. Gilles Kepel a dû nous quitter avec un peu d'avance. Voilà, ce colloque COFAS Risque Pays 2014 touche à sa fin. Je vous remercie à tous d'y avoir assisté. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que moi à l'animer. Et donc, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine, en 2015, pour le prochain colloque COFAS Risque Pays. Merci encore.